Coucou les abonnés, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission du foot au foot, première émission qui sera consacrée au match des éperviers du Togo qui n'ont pas pu faire le miracle, opérer le miracle hier, avant-hier au stade de Kégué, match nul, un but partout face au Soudan du Sud. En studio virtuel en ligne pour parler, monsieur Maurice, comment vous allez? Oui, salut Lucien, salut Louis. Ouais, je vais bien. Voilà quoi. Un peu déçu de la prestation des éperviers l'autre fois, mais bon, ça va. On aura le temps d'en reparler tout au long de cette émission. Monsieur Louis. Ouais, salut Lucien, salut Maurice, j'espère que vous allez bien. Et donc les éperviers du Togo qui n'ont malheureusement pas pu arracher les 3 points face au Soudan du Sud. Match nul, donc un but partout. But de Khaled Naré à la 61e minute. Et puis une égalisation qui est intervenue 7 minutes plus tard sur un CFC de Roger Arhelou. Première des choses, messieurs. Qu'avez-vous pensé de la mobilisation du public sportif togolais voilà, pour ce match? Monsieur Maurice. D'abord, il faut déjà saluer le public qui a fait nombreux le déplacement du stade de Kégué. Et j'ai eu les échos comme quoi il y a eu même plus d'entrées que de places prévues. Voilà. Le Togolais est toujours féru du football et voilà quoi. Ils se sont encore rués vers le stade pour pousser leur équipe à la victoire. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu revenir avec la victoire, mais plutôt un match nul. Plutôt décevant, mais le Togo est toujours en course pour la qualification à la Coupe du Monde. Monsieur Cassifon, Louis, mobilisation énorme. Ouais, le public était là. C'était un peu étonnant parce qu'à un moment donné, on a vu que le public togolais était un peu désespéré. Soutien aux éperviers, c'était un peu diminué, mais cette fois-ci, on a vu que le public était présent, les gens étaient là et ça prouve vraiment que maintenant, le peuple togolais est derrière les éperviers pour les pousser à pouvoir se qualifier à cette Coupe du Monde. Du moins, il y a le soutien du public. Donc cette fois-ci, ça a été tellement étonnant de ma part de voir le stade qui était tellement plein, avec de grandes autorités, avec de grandes personnes, des comédiens ici par là, des amoureux du football et tout. Sinon, c'était bien. Alors, on va en venir à la prestation de ces éperviers-là. Justement, qu'avez-vous pensé de cette équipe-là? Qu'a-t-elle pu dégager collectivement? En tout cas, quelles sont vos premières impressions après ce match? Monsieur Maurice. Je dirais déjà une bonne assise défensive. L'équipe était bien en place quand même. Le public qui a fait le déplacement ne s'est pas senti, disons, dans un match poussif. Les éperviers ont quand même posé le ballon, joué, procédé par de petites passes par moments et de longues balles. Plutôt encourageant pour la suite. Seulement, le niveau concrétisation, il reste beaucoup à faire. Voilà quoi. Sinon, en termes de qualité de jeu, en termes de production de jeu, on a vu des éperviers plutôt déterminés à poser le ballon et à jouer, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans en arrière. Voilà quoi. Au moins, le public est parti avec, disons, un sentiment je dirais, de mission non accomplie, mais avec beaucoup d'encouragement pour la suite, quoi. Monsieur Louis, vos impressions par rapport à la prestation globale? Un peu contrairement à Maurice, au niveau de la défense, je ne dirais pas que la défense était assise. La défense, à un moment donné, a vraiment du mal à se retrouver. Déjà,
la formation du coach, 3-5-2, c'était un peu... Quand j'ai vu la formation, c'était un peu bizarre pour moi. Trois défenseurs avec un Romao au côté gauche qui n'arrivait pas totalement à s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas parce que Djenda Konam était... l'absence de Djenda Konam n'a pas joué dans ce match-là? Parce que quand on voit Romao descendre... Lui, je pense que si tu te fies à... comment dit-on, à la au dispositif tactique de B-Soccer ou bien de SofaScore, tu pourrais t'embrouiller, mais sur le terrain, c'était plutôt Romao Alexis dans l'axe et avec à ses côtés, au début de match, Loïc Bessilé à gauche et à droite, Kevin Bauman. Bon, de toutes les façons, il était dans cette défense à 3, mais est-ce que cette défense à 3, oui, avec l'absence de Djenda Konam, est-ce que ça n'a pas joué? Ça, c'est clair que l'absence de Djenda Konam a vraiment joué. Mais dans l'ensemble, la défense n'était pas aussi au top. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. La défense n'était pas au top. Maintenant, dans l'ensemble, je vais seulement m'appesantir sur la deuxième partie du match. La première partie, je n'ai pas trop suivi. Les CPV ont posé la balle. On a vu que dès le début de la deuxième partie, dans les premières minutes, ils ont mis la pression, ils ont cherché à aller de l'avant, ils ont cherché à marquer des buts. Malheureusement, que les bonnes passes de Karim Derman qui n'aboutissaient pas, en fait, qui ne répondaient pas à ses attentes. C'était un joueur qui m'a vraiment marqué au milieu. Il s'est démarqué. Il a fait une très belle prestation. Et il faut aussi souligner que, bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas aussi suivi la première partie, mais il faut souligner que les Togolais vraiment ont eu du mal devant en attaque. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans la surface, mais ils n'arrivaient pas à se retrouver dans la défense de l'équipe adverse. Il faut dire que c'est à la 49e, 48e minute que le Togo a pu mettre une frappe. La première frappe cadrée, c'était un peu bizarre. Toute une première partie, aucune frappe cadrée. Et ce n'est qu'à la deuxième mi-temps que Debou a pu cadrer une frappe. Et c'est à la suite qu'on a eu, à un moment donné, dans 5 minutes, on a eu 3 corners. Ce qui prouve que les Togolais, à un moment donné, forçaient, mettaient beaucoup de la pression pour pouvoir marquer. Mais la finition n'était pas là. La finition a vraiment pêché. Dans l'ensemble, il y a certains joueurs qui ont bien presté, mais aussi il y a d'autres qui vraiment ont déçu, je peux dire entre guillemets, le public. Sinon, si je vais noter, dans l'ensemble, je peux dire que pas mal, les Togolais se sont défendus, mais normalement, ils devaient faire mieux plus que cela parce que c'était un match à gagner impérativement, en fait. C'était un match qui devrait leur s'ouvrir la porte, en fait, pour pouvoir prétendre aussi à la qualification. Parce que c'est un peu serré, présentement, c'est un peu serré dans le groupe. Donc, cette qualification aurait permis aux éperviers du Togo de pouvoir se lancer dans la course, mais malheureusement, le match nul, ce comptable de match nul, c'est un peu dommage, en fait. On va en venir tout à l'heure par rapport à la projection pour la 4e journée. Mais avant cela, monsieur Maurice, le milieu de terrain. Quand on va un peu au niveau du milieu de terrain, on voit qu'il y a Naré, auteur d'un but magnifique d'ailleurs, Tchakai Marouf, qui a profité de l'absence de Djenda Konam, qui a fait que Alexis Romao a reculé au niveau de la défense pour prendre ce poste-là au milieu de terrain. Et puis les deux pistons, Aziangbe et Arolou, comment est-ce que vous avez trouvé la prestation de cet entrejeu-là, des éperviers? Déjà, je pense que les pistons dans ce match, c'était Arolou d'un côté et de l'autre côté, Naré. Pas Arolou, mais plutôt Aziangbe. Aziangbe était d'un côté et Naré était de l'autre. Arolou était au milieu du terrain pour pouvoir, comment dit-on, annihiler les vérités offensives
de l'équipe sud-soudanaise. Je pense que, bon, ma foi, notre milieu de terrain a beaucoup plus pêché dans la transition offensive. C'est-à-dire, la transition défense-milieu se passait plutôt pas mal parce que les Soudanais jouaient avec un bloc plutôt bas et ils n'allaient pas tout de suite au contact du premier relanceur. Donc, on a plutôt eu du temps derrière pour pouvoir relancer correctement. Maintenant, c'est quand nos milieux ont le ballon qu'on a véritablement du souci. Le fait de trouver les attaquantes, les lignes, de trouver les pistons pour pouvoir faire de bons centres ou bien faire des percées vers la surface adverse. On a tellement pêché, il y avait aussi une certaine lenteur de l'autre côté. Voilà, ça nous a vraiment pénalisé. Il y avait, comment dit-on, Bébou qui ne se retrouvait pas du tout dans ce système 3-5-2. D'ailleurs, il ne s'est jamais retrouvé. On se demande pourquoi. Alors que c'est un joueur petit de talent qui fait des merveilles en club. Ma foi, je pense qu'il va falloir plutôt travailler un peu plus la connexion entre notre milieu de terrain et notre attaque. Parce que quand vous n'arrivez pas à trouver les attaquants, c'est difficile de pouvoir marquer des buts. Les attaquants sont habilités à marquer des buts. Ce sont eux qui ont le premier rôle de marquer des buts. Tout de suite, quand vous ne marquez pas, c'est l'attaque qui est pointée du doigt. Mais quand l'attaque n'a pas de bon ballon, c'est un peu difficile. Je dirais plutôt que la titularisation de Tchakei Marouf ma foi a été... Monsieur Koufran, qui voilà, s'est pas mal loupé. Voilà, pour avoir les coups de pied arrêtés, sinon sur les transitions offensives et la réalisation de la dernière passe du dernier geste, ils ont beaucoup pêché. C'est vrai que on a eu du mal à trouver Denke devant et les quelques fois où il a été trouvé, il a été, disons, chahuté par la défense adverse. C'est vrai, c'est un dur à cure, mais quand il a la balle et que... Il faut dire que les Sud-Soudanais avaient une défense axiale aussi avec des joueurs très élancés, hein, donc... voilà, très élancés. Très teigneux. Voilà. Il fallait garder la balle au sol et quand Denke a la balle, malheureusement, on n'a pas de milieu qui se projette pour venir demander la balle dans les pieds. Ça a vraiment beaucoup pesé sur nous en première mi-temps surtout. Comme lui le disait, on n'a pas pu faire de tir cadré en première mi-temps. C'est autour de la 49e voire 50e qu'on a réussi à faire la première frappe cadrée. Une domination plutôt stérile, je dirais. Messieurs, j'aimerais qu'on parle de l'entrée décisive de Monsieur Fodolaba, qui a d'ailleurs gagné la Ligue des Champions asiatiques avec son club. Quelle entrée, hein? Il rentre et puis quelques minutes après, il fait une passe D à Khaled Naré qui va mettre une frappe très puissante dans les filets du gardien sud-soudanais. Qu'avez-vous pensé de cette entrée de Fodolaba, Monsieur Maurice? Oui, c'est une entrée qui a vraiment payé. On a vu qu'il a apporté beaucoup d'expérience. Bon, dès le début, je me suis posé la question pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il reste sur le banc. Peut-être s'il était là, ses expériences auraient mieux aussi motivé l'attaque togolaise parce qu'on a vu que l'attaque était un peu stérile, l'attaque ne donnait pas à fond. Donc son entrée a basculé le truc, ça a donné plus de motivation devant. Et voilà la preuve, il a donné une passe décisive. Donc je pense que ça a été un peu dommage de lui laisser sur le banc. Je ne connais pas les motivations du sélectionneur, mais bon. Il revenait un peu de blessure aussi. Ouais. Ça a dû jouer un peu, je pense. Oui, mais s'il était apte à tenir les 90 minutes, pourquoi ne pas tout de suite le mettre pour pouvoir apporter à l'attaque? C'est la question que je me suis demandé. Mais de toute façon, bon, son entrée a vraiment basculé les trucs et puis l'attaque s'est un peu améliorée avec beaucoup plus de motivation, avec beaucoup plus de tentatives et autres. Monsieur Maurice, est-ce que
on n'aurait pas pu mettre d'entrée Fodo là-bas dans ce 11-là et sortir un milieu de terrain et jouer avec une attaque Oui, avec trois joueurs, Bebou, avec Denke dans l'axe et Fodo là-bas et Bebou sur le côté pour essayer de oui, bien rentrer et évidemment. frapper. Parce que bon, quand vous voyez le dispositif de base de l'équipe, c'est dans un 3-5-2 qu'on évolue. Mais plutôt sur le terrain, on a tendance à avoir un 3-6-1 avec un Bebou qui, ma foi, se perd beaucoup dans le match. Pas dans ce match seulement, dans beaucoup de matchs, on a eu beaucoup de mal à retrouver le Bebou de Offenheim. Je pense que le sélectionneur doit avoir cette idée quelque part dans un coin de sa tête où il se dit, mais avec un Fodo là-bas qui était titulaire, on pouvait avoir au moins un but en premier mi-temps ou même marquer plus. Parce que quand je remonte dans les matchs précédents des hyperviers, contre le Sénégal à Kégué ici, Fodo là-bas était rentré pratiquement à la 80e. Mais il est rentré en jeu, il a fait une passe décisive, une passe qui devait normalement aboutir à une passe décisive que je crois Khaled Nare ou Yao Anora a envoyé en l'air. Lui-même, il a fait une frappe que, pas une seulement, deux, une frappe du gauche que Mendy a sorti et une autre intérieur pied droit que Mendy a encore sorti. Déjà, quand vous voyez dans la configuration, vous voyez que il y a un Denke qui joue 80 minutes, qui n'arrive pas à faire de frappe croisée, de frappe cadrée. Mais vous mettez un Fodo là-bas qui met deux frappes cadrées que le gardien sort. Et il passe, voilà, en 10 minutes, ma foi, il ne fallait pas se poser de questions. Fodo là-bas méritait amplement de buter le match contre le Soudan du Sud. Ouais, dans un 4-3. Voilà, mais la question est savoir. Voilà, dans un 3-4-3 ou dans un 3-5-2 bien défini, plutôt que dans un 3-5-2 qui ressemble beaucoup à un 3-6-1, puisque en attaque, on ne voit pas pratiquement Bebou. On ne le voit pas du tout. C'est vrai. Et puis, après ce but-là, les éperviers qui ont mal géré les émotions, parce que 7 minutes après, ils vont se faire égaliser. C'est un CSC de Roger Arrelou sur un coup franc du coup. Qu'avez-vous pensé de cette égalisation, ce CSC? Est-ce que cette équipe togolaise n'a pas mal géré ses émotions? Est-ce qu'ils ne se sont pas vus trop beaux après ce but-là qui était venu un peu comme un but salvateur? Et puis ils sont rentrés dans une forme d'euphorie et puis ils ont commencé à jouer un peu tête en l'air. Un très beau but contre son camp, malheureusement. Ouais, bon, on peut dire que peut-être après le but, ils se sont trouvés dans l'euphorie. Parce que j'ai entendu le commentateur dire attention aux 5 prochaines minutes, parce que attention ne pas tomber dans l'euphorie et penser que c'est fini. Et voilà, dans les après 7 minutes après l'égalisation. Ouais. Alors l'équipe adverse qui doit aussi mettre la pression parce qu'ils viennent d'encaisser le but. Donc ils doivent en même temps mettre la pression pour pouvoir pousser vers l'égalisation. Et voilà, ils ont profité sur cette euphorie de l'équipe togolaise qui s'est relâchée un tout petit peu. Bon, je ne dirais pas que c'est totalement relâché au niveau de la défense parce qu'on a vu le but, c'est un but contre son camp. Peut-être aussi quelques petites erreurs au niveau de la surface de réparation qui a abouti à ce but contre son camp. Oui, Monsieur Maurice, est-ce que quand on marque un but comme ça, même si on est dans une phase de domination, s'il ne faut pas rester concentré justement et laisser passer la vague, voilà, 10 minutes, 15 minutes, histoire de reprendre un peu l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Est-ce que ces éperviers-là n'ont pas eu du mal dans la gestion des émotions justement, Monsieur Maurice? Oui, naturellement. Je l'ai dit, d'abord, le coup franc qui a conduit à ce but est un coup franc vraiment, je dirais, stupide. Il y avait, disons, un 2 contre 5 ou bien un 2 contre 4. Et puis, il y avait un défenseur qui était face au porteur du ballon. Et là, dans cette situation, quand tu as quelqu'un qui est en face du porteur du ballon,
vaut mieux plutôt faire une course vers l'axe défensif pour pouvoir couvrir ton défenseur pour qu'il puisse réagir ou bien agir et aller sur le porteur du ballon. Les fautes, souvent, moi, je n'ai pas compris la faute. Il y a l'attaquant qui part, tu es en retard, bah, laisse-le faire la course plutôt pour te replacer. Comme ça, tu donnes l'opportunité à celui qui lui fait face d'aller vers le ballon pour essayer de prendre le ballon à l'adversaire au lieu de faire une faute par derrière. C'est une faute tellement loin de la surface mais qui nous crucifie, tellement incompréhensible. Et puis, bon, moi j'ai vu et revu le but. Je ne sais pas. Très beau but, très beau but. Malheureusement, c'est pas. J'ai pas compris son positionnement. Exactement. C'est son positionnement par rapport au ballon qui m'interpelle. Je me demande, est-ce qu'il n'avait pas une autre possibilité de se positionner dans cette surface-là pour reprendre correctement le ballon? C'est le foot, ça va tellement vite. Une seconde d'inattention et voilà, vous prenez cher. Et, je pense qu'on a appris la leçon. Hein. On a appris la leçon et elle est vraiment amère, mais voilà. Holou qu'on a plus revu du match, hein, c'est totalement noyé. Ouais. Après c'est lui quand il était, c'était clair, il était traumatisé, il ne pouvait plus proposer des solutions, il ne pouvait plus se retrouver dans le match. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire sortir dans la foulée? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire sortir? Vous savez, rater un but tout fait ne pèse pas tellement que marquer un but contre son camp. Et puis déjà, voilà, ça ne faisait pas 2 semaines, il a marqué contre son camp en club, en finale de Ligue des Champions africaine. Ce but-là d'ailleurs fait perdre son... Finalement, on va le décerner un trophée. Je ne voudrais pas être à sa place en ce moment. Je peux vous garantir que même ce matin, ils étaient à l'entraînement à l'université de Lomé. Bon, quand vous voyez psychologiquement... Il a encore marqué contre son camp. Hein? Non? À l'entraînement, il n'a pas marqué contre son camp. Non. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il fallait pas le remplacer dans la foulée de ce CSC là? Est-ce qu'il fallait pas le remplacer parce qu'il était un peu devenu le maillon faible hein, de cette équipe là? Il n'arrivait plus à proposer des solutions alors que c'est lui qui devait venir se coller à la ligne pour essayer de proposer des solutions pour sortir les ballons. On l'a plus revu. Est-ce qu'il fallait pas le sortir tout justement? Ouais, émotionnellement il était atteint, mais le faire sortir aussi sur le coup aurait encore empiré un peu la situation au niveau de l'émotion. Donc je pense que le faire sortir n'allait pas résoudre le problème. Il pouvait se remettre. C'est un joueur, c'est un footballeur. Et les footballeurs, de temps en temps, commettent des erreurs. Donc, il pouvait se remettre, à moins que c'est son habitude de marquer contre son camp. Bon, déjà, il faut noter que Roger n'est pas facilement remplaçable. C'est pas un joueur qu'on peut remplacer d'une minute à l'autre. Il faut dire que c'est un joueur très, très important dans le dispositif du coach. Surtout, mais vu qu'il n'était plus dans son match, parce qu'il y a d'autant plus qu'il y avait Yao Anor sur le banc pour faire la différence. Oui, mais Yao Anor et Roger Holou ne sont pas le même profil. Mais ouais, mais Anor plutôt est un attaquant et un joueur de couloir qui va vite, alors que Roger Holou c'est le métronome du milieu, c'est le destructeur en fait. Oui, mais sûrement il y a quelqu'un d'autre qui pouvait. Vu qu'il n'était pas dans son match, en fait, on n'était pas obligé de faire. Finalement, c'est le changement qui a eu lieu. Hein, je pense que c'est Yao Anor qui est rentré à la place de Harold. Je pense que le coach a fait un changement. C'était pas poste pour poste, du coup, il a fait monter Anor et puis voilà, il est passé à un milieu un peu plus réduit. Et donc, voilà. Est-ce que la fin de match, voilà, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que cette équipe n'est pas rentrée dans une forme
de précipitation, de balancer de longues balles au lieu de construire au sol pour essayer de trouver les solutions. Est-ce que ça a été une bonne stratégie? Ça, c'est la pression. C'est la pression. L'égalisation est survenue, c'est la pression. Aller rapidement marquer des buts. Il faisait que balancer. Je pense que côté émotionnel, il reste encore. La maîtrise du côté émotionnel reste encore aux éperviers. Ils doivent toujours calmer le jeu. Ils balançaient les balles qui n'aboutissaient pas. C'est vrai que c'était la pression. Mais il fallait chercher comment faire pour pouvoir enfin rentrer dans la surface de l'équipe adverse, dans la surface de réparation de l'équipe adverse, parce que c'est ce qui a vraiment manqué à l'attaque togolaise. Ils pouvaient bien jouer, mais la finition manquait. Ils pêchaient au niveau de la finition. Mais quand ils plaçaient les balles en l'air, ils oubliaient que les Sud-Soudanais étaient Monsieur Maurice? Oui. Ouais, monsieur Maurice, qu'avez-vous pensé de la fin du match des éperviers? Tous ces corners mal négociés, ces longues balles. Ouais, moi je me dis, ce match, je suis sûr que le coach aura un sentiment de travail inachevé, quoi. D'autant plus qu'en face, c'est vrai, il y a plus de petites équipes en Afrique, mais c'était le Soudan du Sud. Pourquoi pas mettre autant d'attaquants? C'est vrai que le 3-5-2 dans lequel il évolue habituellement, les deux pistons sont des joueurs offensifs, Naré et Azambé, mais bon. Le problème du Togo se pose dans le fait où le positionnement de Ilas Lebou pose toujours problème. Parce que il n'a jamais évolué dans ce profil en bas de l'attaquant libre et qui peut aller un peu partout sur le terrain, prendre des ballons, faire des courses. Je ne sais pas s'il faut revoir le schéma tactique ou il faut revoir le choix des hommes, mais de toutes les façons, il y a du travail à faire, il y a des modifications à apporter à ce 11 de départ et à cette tactique de base du coach. Maintenant, en ce qui concerne la fin du match, je dirais plutôt brouillon. Après l'égalisation, voilà. Il fallait coûte que coûte reprendre l'ascendant et nos joueurs sont tombés dans la précipitation, confondant par moments vitesse et précipitation, voilà. Il est arrivé des moments où on s'est emmêlé les pinceaux, de petites passes qu'on pouvait faire, qu'on ratait. Et voilà. Ensuite, on a procédé par de longues balles qui ne trouvaient pas forcément nos attaquants. Les quelques rares fois où on a été trouvé dans la surface adverse, pour de là-bas faire ce qu'il pouvait, malheureusement, le ballon ne rentrait pas. Et bon. Voilà. Il y a toujours, je dirais, ce poids psychologique du match à domicile qui pèse toujours sur l'équipe et sur nos attaquants. Plus les matchs passent et plus ce problème devient de plus en plus inquiétant. Jusqu'à ce que le coach de l'équipe sud-soudanaise s'en rende compte. Ça veut dire qu'on a vraiment du travail à faire devant. Messieurs, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur le classement, hein, le point dans ce groupe B. Le Soudan, aussi surprenant que ça puisse paraître, se retrouve donc en tête de ce groupe B avec 7 points. Le Sénégal deuxième avec 5 points. La RDC troisième avec 4 unités. Le Togo qui se retrouve donc à la troisième place avec 3 points. Et le Soudan du Sud avec lequel on a fait le match nul se retrouve avec 2 unités. Et puis la Mauritanie ferme la marche avec 1 point. Monsieur, prochain rendez-vous du Togo, des éperviers, dimanche, 18h, face à la RDC à Kinshasa. Que doit-on faire pour essayer de limiter les dégâts? Parce que c'est à l'extérieur, hein, ça ne va pas être facile. Hein. Je ne dirais pas limiter les dégâts, malheureusement, mais bon, heureusement, je dirais heureusement,
quand on prend les derniers matchs des Hyperviers, il faut dire qu'on voyage plutôt bien. Je ne sais pas si ce problème psychologique d'évoluer avec la pression à domicile continue de planer sur l'équipe, mais plutôt on voyage bien. Ma foi, on aura un match difficile, compliqué d'ailleurs, dans un stade mythique en Afrique avec 80 000 supporters. Ça sera chaud. Mais bon, je compte sur des résultats à l'extérieur de l'équipe. Il va falloir une fois encore se transcender et se montrer vaillant pour pouvoir revenir avec un résultat positif. Si les statistiques peuvent une fois encore nous donner raison ou bien être en faveur des Hyperviers, comme quoi ils voyagent bien, ça serait plutôt bénéfique pour d'abord l'équipe, pour le moral des joueurs ensuite et aussi pour les supporters en tout cas qui l'autre fois étaient sortis du stade tellement abattus mais qui ont promis revenir la prochaine fois. Ils ont promis ne pas abandonner leur équipe. Une chose est sûre, ils seront là. Donc voilà, aux joueurs maintenant de raviver la flamme et de faire un résultat positif en terre congolaise. Monsieur Louis, les éperviers doivent-ils se déplacer du côté de la RDC avec la ferme conviction d'aller empocher les 3 points pour se relancer dans ce groupe? Est-ce possible? Oui, écoutez, oui, comme Maurice a dit, on voyage bien, mais la RDC aussi est à domicile, elle va chercher à arracher les 3 points pour pouvoir se relancer dans la course. Là, parce que on voit le Soudan qui est en tête, ce qui est un peu étonnant, alors que l'équipe favorite, on dirait, c'est le Sénégal et ensuite c'est la RDC. Donc ce match sera aussi décisif autant pour les Togolais que pour la RDC aussi pour se relancer. Donc je pense que ça serait un peu compliqué, ça serait un peu difficile, mais on espère quand même si les erreurs sont revues, je pense que peuvent quand même revenir avec un bon résultat. Surtout, il faut que le sélectionneur revoie un peu la composition, peut-être avec quelle formation débuter. Il faut qu'il revoie, tu vois, en fait, là où il a pêché. Au match précédent, il va falloir maintenant revoir les choses et puis essayer d'améliorer et aussi que ce soit sur le côté tactique, technique des joueurs et les joueurs aussi doivent aller avec un but et revenir avec minimum un match nul parce qu'on est à l'extérieur. Le minimum, c'est d'éviter la défaite, c'est d'éviter de revenir avec 0 points. Donc, normalement, je dirais impérativement le Togo devrait gagner le match, mais voyant la peur de ce match, minimum revenir avec un match nul serait un grand pas pour les équipes, pour l'équipe togolaise. Voilà. Monsieur Maurice, comment est-ce que l'équipe togolaise devrait aborder ce match-là quand on sait que ce stade-là, c'est quand même un stade mythique en Afrique, avec plus de 80 000 spectateurs. Comment est-ce qu'on aborde un match de cette envergure-là quand on s'appelle l'équipe du Togo et qu'on se déplace avec 3 points et qu'on doit se relancer dans ce groupe B dominé par le Soudan? Comment est-ce qu'on prépare ce match-là? Je pense qu'il faut plutôt l'aborder comme on a abordé des matchs comme le match du Sénégal à Lomé ici. Il faut pas oui, bien sûr, l'atmosphère est différente, mais il ne faut pas venir en victime résignée. Il faut plutôt y aller, il faut aller au charbon, il faut aller au combat. On a des joueurs pour. C'est vrai, quand vous mettez les deux équipes dans la balance aujourd'hui, surtout elles tendent plutôt vers le côté. Surtout quand on voit la Guinée aller battre l'Algérie à l'extérieur avec un stade plein, ils n'avaient pas froid aux yeux, ils ont battu l'Algérie. Voilà. Donc pourquoi pas le Togo? Voilà, donc il faut y aller avec envie, avec détermination et avec beaucoup de courage aussi. Et je pense que ça peut
ça peut le faire. Comme lui l'a dit tôt dans l'émission, un match nul, ça le ferait. Personne ne crierait au scandale. Et voilà quoi. Et donc, mobilisation autour de ces éperviers-là. Emmanuel Adebayor qui vraisemblablement va faire le déplacement de Kinshasa pour aller regarder ce match-là. Et donc, voilà, on espère que l'équipe nationale du Congo va réussir à ramener ne serait-ce qu'un point ou pourquoi pas la victoire en terre congolaise pour se relancer dans ce groupe B. Merci à vous, messieurs. Un dernier mot pour clôturer ce tout premier numéro de cette émission du foot au foot. Bon, moi je dirais merci beaucoup pour l'initiative. Ça fait du bien de se retrouver et de discuter football entre amis, entre vieux amis, voilà. Mon mot de cœur serait un remerciement pour le public sportif togolais qui a toujours su bien faire les choses en restant derrière son équipe. Les Togolais aiment le foot. Voilà, on espère que de loin, à des milliers de kilomètres, on va pouvoir envoyer beaucoup de force à nos éperviers pour qu'ils puissent nous ramener un résultat positif de Kinshasa. Monsieur Louis. Alors, merci Lucien, merci Maurice pour ce moment passé ensemble. Bon, mon mot de fin sera juste un encouragement envers les éperviers du Togo pour le prochain match, le dimanche prochain. On les encourage, le public togolais est derrière eux. Il y a la mobilisation, il y a la confiance en eux, il y a la foi en eux. Et on leur souhaite beaucoup de courage et voilà, revenir avec minimum un point et si possible arracher les 3 points. Ça c'est très important pour se relancer en fait. Ouais. Rendez-vous donc ce dimanche 18 à 18h pour ce match entre les éperviers du Togo et les léopards de la RD Congo. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Moi, c'est Lucien Reranou. Continuez à vous abonner à la chaîne YouTube Luciano TV. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro du foot au foot. Merci. À très bientôt.